Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Grima, qui a obtenu le titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie maçonnerie en 2019. Aujourd'hui, à la tête de sa propre entreprise, il évoque sa vocation naissante quand il abandonna ses études scolaires à Lauragais en Haute-Garonne avant de devenir compagnon du devoir. Avec lui, nous allons explorer les corps de métier qui sont associés au travail de maçon et évoquer les matières utilisées comme le cèdre, le chêne ou le peuplier. Emmanuel Grima, vous avez obtenu le titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie maçonnerie en 2019. Alors pourquoi avoir participé à ce concours ? D'abord, c'est pour le diplôme. Plus généralement pour un challenge personnel en fait. D'abord le diplôme parce que ça me permettait d'aller sur des études supérieures. J'avais pour idée d'intégrer une école d'architecture, donc le fait d'avoir un diplôme de niveau BTS, ça me permettait de rentrer directement en licence. Ensuite, pour le prestige du diplôme en lui-même, pour ce col bleu blanc rouge que tout le monde connaît. Voilà, après, moi, j'avais fait le MAF auparavant, donc les meilleurs apprentis de France, et c'est vrai que je trouvais que c'était une suite logique, en fait, dans mon cursus, quoi. Est-ce que vous êtes entré en contact avec d'autres MOF pour vous aider, pour obtenir des conseils ou vous entraîner ? Sur le sujet, on avait une partie qu'il fallait faire en métal, et donc je suis allé voir un MOF à côté de chez moi qui était forgeron, et donc il m'a gentiment donné des conseils. Il n'a pas fait la maquette à ma place, mais il m'a donné quelques tuyaux quoi, pour réaliser cette œuvre-là. Et puis après, sinon, non, je suis allé voir mon ancien maître d'apprentissage, je suis allé voir plein de professionnels, des ingénieurs, des architectes. Voilà, je pense que il faut vraiment pas hésiter à s'entourer, quoi. Alors, quand on prend une telle décision, en avez-vous parlé à votre entourage, à vos proches, pour être encouragés dans cette préparation ? Oui, c'est sûr que ça implique certains sacrifices, donc il faut déjà l'annoncer à son entourage, à ses amis, parce que c'est vrai que pendant un certain temps, on voit personne, hein, clairement. Pour moi, ça a été pendant plus d'un an. Et puis c'est vrai qu'après, ça vient au fur et à mesure. Au début, on réalise pas tellement. Et puis après, quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, de toute façon, les gens se rendent bien compte que vous êtes plus là, que vous êtes beaucoup moins disponible, quoi. Comment vous êtes-vous préparé ? Y avait-il un thème donné en particulier ? La préparation, à partir du moment où on commence à s'engager dans un métier, donc pour moi ça a été à 14 ans, on se prépare déjà à ce concours finalement. Dès qu'on apprend et dès qu'on met un pied sur un chantier, on apprend. Et comment vous avez été sélectionné au fond ? Le niveau du sujet, la sélection elle se fait là, parce que si vous n'avez pas le niveau, rien qu'au regard du sujet, vous ne le faites pas. Et moi, j'ai un peu hésité d'ailleurs. Le sujet, c'était une échauguette high-tech. C'est une loge qui est construite en encorbellement, dans les angles des fortifications, dans des bastions, ça peut être aussi dans des maisons. Enfin, Vauban faisait beaucoup d'échauguettes. Et high-tech, ça veut dire que c'est fait avec des matériaux innovants, nouveaux, et c'est aussi un terme architectural pour désigner un courant des années 70, quoi. Quelle matière avez-vous utilisée ? J'en profite pour dire aux éditeurs que l'on peut voir la construction de cette échauguette sur votre site internet. Bon, cela permet de suivre d'ailleurs, pierre par pierre, l'évolution de votre pièce. Principalement, toute la structure est en béton pour accueillir ensuite tous les autres matériaux finalement. Et pour pouvoir la transporter, il fallait une structure rigide. Et ensuite, on retrouve un peu tout ce qu'on peut retrouver dans le métier de maçon, c'est-à-dire la brique, la pierre, la chaux. C'était vraiment un sujet récital, quoi. Où le jury a-t-il pu voir l'échauguette ? La maquette était tellement imposante, elle fait plus de 6 tonnes. Donc c'est le jury qui s'est déplacé chez chaque candidat. Ah bon, elle est toujours chez vous alors ? Donc elle est chez moi au même endroit. Voilà. Et quelle était la composition du jury ? Je crois qu'il y avait un seul MOF qui était président du jury, un architecte qui avait conçu le projet avec le président du jury, et ensuite 3 entrepreneurs.
Est-ce que les jurés vous ont posé des questions sur la structure, la façon dont vous avez travaillé, sur les matériaux? Théoriquement, on ne peut pas échanger avec le jury pour être le plus neutre possible. Par contre, on a un dossier. Moi, j'ai fait un dossier de 80 pages avec des photos, du texte, voilà, avec pourquoi on s'est engagé et une conclusion. Et puis après, ils ont vu tous les coffrages. Tout ce qui a servi en fait à réaliser cette œuvre était sur place pour aussi prouver que c'est bien nous qui avons fait cet ouvrage-là. Au regard de ce travail, de la façon dont vous avez obtenu ce diplôme, avez-vous des conseils à donner pour les prochains candidats? Ouais, j'en ai plein. Déjà d'être curieux, le premier c'est ça, c'est vraiment d'aller voir tout ce qui peut se faire. C'est d'aller voir aussi d'autres métiers. Moi j'ai pas mal fait ça, je suis allé voir des menuisiers pour le coffrage. Les coffrages, pour ma part c'était beaucoup du bois. Donc je suis allé voir, je suis allé voir des menuisiers, des charpentiers, je suis allé voir des plâtriers, il y avait aussi une partie des moulins en plâtre. Donc ça c'est hyper important, je pense que le maçon doit vraiment s'imprégner, parce que c'est un métier où on travaille vraiment toutes les matières. Par rapport à certains autres métiers où ils sont vraiment sur une seul type de matériau. Ça pour moi c'est hyper important. Ouais. Quel a été votre sentiment quand vous avez appris que vous avez été reçu au concours? Mais à vrai dire, déjà quand le jury est passé, je voyais déjà les sourires, je voyais déjà une certaine décontraction, des clins d'œil. J'ai senti que ça allait le faire quand même. Et c'est vrai qu'après, c'est une joie immense, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez eu des félicitations de la part de votre mairie, de la région, du département? Est-ce que vous avez été célébré? On a les petits articles dans la Gazette du village. Moi, j'ai été invité sur une radio locale. Oui, c'est un tournant, clairement. Qu'est-ce que ce titre d'un des meilleurs ouvriers de France vous a apporté? Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que vous vouliez étudier. Dans ma vie professionnelle, par rapport à l'image de mon entreprise, enfin, par rapport à mon activité, c'est sûr que j'ai pu développer, j'ai gagné en crédibilité. On a accès à des marchés qu'on ne visait pas au départ. Ça rassure le client. Emmanuel Grima, nous allons revenir sur votre passé. Alors depuis l'école primaire, comment vous est venue cette vocation? D'ailleurs, est-ce une véritable vocation en matière de maçonnerie? Bon, on peut parler de vocation. Dans la ferme où j'ai grandi, qui est faite de pierres, de briques, de vieilles poutres, de tuiles canal, etc., des artisans venaient en fait pour travailler, pour taper. Il se trouvait aussi que ces artisans-là, c'était les parents de mes copains d'école, quoi. Quand je les voyais arriver, quand je les voyais travailler, quand je voyais le résultat en rentrant de l'école, quand je voyais la reconnaissance aussi de mes parents et puis la reconnaissance de tous les gens en fait de mon entourage, quoi. Je sais pas si c'est de la reproduction sociale, mais en tout cas pour moi c'était un peu mon idéal, quoi. Vous avez arrêté vos études en classe de troisième et vous vous êtes engagé sur la voie des compagnons du devoir. De toute façon, sortie de troisième, bon, j'avais le choix un peu entre tout, général ou professionnel ou apprentissage. Bon, moi, quand j'ai eu mon rendez-vous avec ma conseillère d'orientation, sortie de troisième, elle m'a dit non, CAP maçonnerie, il faut avoir 4 ou 5 de moyenne, donc partez sur les générales. Donc j'ai dit non, moi j'ai envie de faire un apprentissage. J'ai vu les compagnons, j'en avais entendu parler, donc logiquement à Toulouse il y avait une maison de compagnons, je suis allé là-bas faire mon apprentissage. Donc c'était une semaine de formation et un mois en entreprise, quoi. Cela vous a encouragé à continuer et vous êtes parti faire votre tour de France. Voilà, je suis parti sur le Tour de France, je suis pas allé jusqu'au bout. J'avais un peu le mal du pays, mais je suis allé à Troyes, Reims, Marseille, Angers. Mais c'était une super expérience. Je veux dire, allier le voyage à l'apprentissage, à la formation. Pour moi, c'est vraiment le bon mode d'apprentissage. Enfin, dans nos métiers, en tout cas manuels, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, de voyager, de voir différentes techniques, etc. Avant de créer votre propre entreprise en 2008, vous aviez vraiment l'intention peut-être de rejoindre une entreprise pour progresser? Donc en 2008, je suis rentré chez moi. J'avais l'intention de faire encore un peu des années salariées pour acquérir de l'expérience. Et puis finalement, bon, ça s'est pas présenté. De toute façon, j'avais envie d'être artisan. J'ai toujours voulu faire ça. Donc je me suis dit, dans tous les cas,
il faut bien commencer. Donc à 18 ans, c'était un peu jeune. Je ne conseille pas aux gens de s'installer si tôt. Puis en 2008, c'était quand même la crise. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de boulot qu'aujourd'hui. C'est tellement long le chemin quand même. Il y a des gros investissements en maçonnerie. Hein, donc c'est tellement long pour pouvoir faire une entreprise qu'il vaut mieux commencer jeune. Votre métier embrasse plusieurs corps de métier. Alors sur votre site internet, vous évoquez l'esthétique qui fait partie de votre métier de maçon, en disant qu'il faut du goût, le sens du beau allié à l'utile, dites-vous. Vous associez votre métier au patrimoine. Ouais, à l'art aussi, au beau, au goût. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Quand, par exemple, pour le concours, quand j'ai fait mes coffrages, je les faisais aussi pour que le sujet à lui-même, l'œuvre en elle-même soit jolie, pour que ça fonctionne, que ça soit opérationnel, mais aussi que mon coffrage soit joli. Et ce que je dis à mes gars, c'est tout ce que vous faites, il faut que ça soit joli, même si c'est un simple mur, même si c'est quelque chose qui paraît banal, il faut que ça soit joli. Et ça implique d'avoir du goût. Alors le goût, c'est quand même pas évident à... Oui, ça peut s'entretenir. Tout à fait. Ça s'éduque. Ça s'éduque. Vous sentez-vous dépositaire ou héritier des anciens compagnons du devoir qui remontent au temps des cathédrales notamment, lesquels se sont toujours inscrits dans un certain art de vivre à la française qui a fait qu'aujourd'hui on s'adresse à quelqu'un comme vous. Est-ce que vous sentez ce poids sur vos épaules ? Ouais, je sens beaucoup de choses sur mes épaules, surtout depuis que j'ai le col bleu, blanc, rouge. Ça, c'est quand même, un costume dans lequel il faut rentrer. Ça pèse, ça c'est sûr. Mais même avant d'avoir ce titre, oui, les gens viennent me chercher parce que j'amène un conseil, parce que... Peut-on parler des matières que vous utilisez, à commencer par le bois ? Vous travaillez avec des charpentiers ? Dans mon entreprise, j'ai 2 maçons et j'ai 2 charpentiers. Donc oui, on travaille avec des bois locaux, on essaye même en maçonnerie, on essaye de travailler avec des artisans et des fournisseurs locaux. Et pour le bois, pareil, on essaye de récupérer des vieilles poutres. Pareil en maçonnerie, on essaye de récupérer des briques foraines, la brique si connue de Toulouse. Et on essaye de valoriser ces matières-là. Le maçon, il travaille avec de la terre cuite, de la terre crue, de la pierre, du bois, du plâtre, du fer. Il faut vraiment connaître tous ces matériaux-là pour être maçon. Et tout ce travail, il se fait sur place quand vous êtes sur un chantier, ou est-ce que vous travaillez en amont dans un atelier ? Les deux. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sur le chantier directement. Le maçon, par définition, il est quand même sur le chantier. C'est lui qui bâtit, quoi. Après, en charpente, on peut réaliser des choses plus en atelier ou en maçonnerie, faire de la préfabrication, oui, pourquoi pas. Parlons de vos réalisations, Emmanuel Grimard. Pouvez-vous en citer quelques-unes dont vous êtes le plus fier ? Alors nous, c'est vrai que je suis entreprise artisanale de campagne. Je suis un peu le médecin de campagne de mon village. C'est-à-dire que le rôle du maçon, c'est de travailler quand même localement. On travaille localement. On peut pas s'exporter, quoi. Vous ne sortez pas d'un rayon d'une 50aine de kilomètres ? Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on a chez nous ? On a du patrimoine rural. On a des fermes qui sont transformées en maisons d'habitation. On a de l'architecture religieuse, donc on va avoir des églises. Donc voilà, moi je suis très très fier de travailler sur l'église de mon village dans laquelle j'ai été baptisé, dans laquelle mes parents se sont mariés. Je suis très fier de monter sur le clocher, de changer une pierre, de refaire la couverture, voilà. Vous travaillez beaucoup sur l'héritage du patrimoine. Est-ce que vous avez lu beaucoup dans ce domaine ? Est-ce que vous allez voir des expositions, des musées pour voir comment s'est construite cette France du patrimoine ? Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du patrimoine, l'histoire de la maçonnerie. C'est important de se forger une culture. C'est hyper important, des livres techniques, et puis de lire aussi des livres sur la philosophie de la pensée ouvrière. Ouais. Alors dans votre site, vous parlez beaucoup de couverture, de toit. Vous revenez sur les matières. Est-ce qu'aujourd'hui... on n'a pas changé. Oui, tout à fait. Après, nous, on travaille quand même vachement plus en rénovation, donc on va utiliser des matériaux assez traditionnels, hein, finalement. Mais pour revenir sur mon sujet, les choguettes, on avait une couverture en lauze. Le maçon couvre en pierre, quoi. Donc c'est ce qu'on peut trouver en Lozère, justement, ou en Aveyron. Comment faites-vous justement pour sélectionner, trouver des pierres
Dans tous les cas, tout le sourcing autour de cette maquette-là a été énorme, hein. On avait beaucoup de matériaux à faire sur mesure sur ce sujet, de la brique émaillée, pareil, assez rare. Je suis allé dans le Médoc, à côté de Bordeaux, pour faire à une super petite entreprise qui a été reprise. Parfois, alors, est-ce qu'on vous fait des cadeaux? A posteriori, ouais, et ils voulaient me faire des cadeaux, mais quand j'avais eu le titre, quoi. Mais c'est une partie du travail du concours, ça a été vraiment de sourcer ces matières, ouais. Parlons maintenant des ustensiles que vous utilisez. Y en a-t-il que vous avez créés spécifiquement? Des outils? On a déjà pas mal d'outils sur le marché. Par contre, j'ai dû en acheter, ça c'est clair, pour pouvoir faire le sujet, ça c'est sûr. J'étais déjà quand même pas mal équipé, mais il a fallu que je m'équipe. Donc, j'avais pas tout le matériel nécessaire. Donc, c'était des tables vibrantes pour pouvoir vibrer le béton pour éviter le bullage. Et quel est le vôtre préféré? Moi, celui que je préfère, c'est quand même le compas. Quand on prend un compas, déjà, on sait qu'on va faire un boulot intéressant. Et puis après, c'est la géométrie. Ça symbolise quand même la géométrie, l'infini. On peut faire une multitude de choses. Quand on sait se servir d'un compas, on peut tout faire. Avez-vous une devise qui vous guide dans la vie? Non, il y a une citation que j'aime bien et qui n'est pas de moi, malheureusement. C'est parce qu'il a les mains que l'homme est le plus intelligent des animaux. Ça résume un peu ma pensée. Et de qui est-ce? Anaxagore, il est un philosophe grec. Comment voyez-vous votre métier dans les années à venir? Quand on a été reçu à l'Élysée, j'avais un lauréat qui était en face de moi. Il me disait: oui, salut, tu es lauréat en maçonnerie. Ah oui, mais c'est quoi la maçonnerie? Je lui ai dit: écoute, l'Élysée, là, tout ça, tous les murs, c'est de la maçonnerie. Quand tu vas à Carcassonne, les remparts de Carcassonne, c'est de la maçonnerie. Notre-Dame de Paris, c'est de la maçonnerie. Mais si je regarde plutôt dans un sens médiéval du terme, le maçon, le maître maçon, c'est celui qui organisait les travaux, c'était le maître d'œuvre. C'est-à-dire que je vois le maçon comme un médiateur, comme celui qui fait l'enveloppe, et tout autour gravitent les autres corps de métier. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que le maçon doit aller se nourrir des autres métiers pour les comprendre et pour les connaître. Bon, merci Emmanuel Grima. Merci à vous. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien. Nous remercions chaleureusement Emmanuel Grima pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit Mof.